J'ai le sentiment, effectivement, toi, ta spécialité, c'est ça, c'est d'arriver à trouver le juste équilibre entre le yoga et les neurosciences, c'est ça, c'est d'arriver un peu à trouver le meilleur des deux mondes? Ou dans le côté très scientifique d'un côté et très spirituel de l'autre, c'est un peu ça aussi l'idée? Ce qui s'est passé pour moi, en fait, c'est qu'à travers mon chemin personnel, justement dans la gestion des traumas et dans l'exploration du yoga, je me suis rendu compte des parties qui étaient touchées et c'était difficile pour moi de trouver un langage, parce que c'est une expérience très intérieure, et de trouver un langage qui ne soit pas forcément mystique pour pouvoir expliquer aux gens ce qui se passe. Et quand j'ai commencé à étudier le système nerveux et ce que disaient les neurosciences et les avancées sur les différentes parties, j'ai trouvé que c'était un langage qui pouvait parler à tout le monde, parce que tout le monde a des notions de ce que c'est que le système nerveux. Et du coup, ça me permettait de partager aussi une expérience somatique avec des mots qui parlent à tout le monde. Donc, je ne sais pas si c'est une idée de prendre le meilleur des deux mondes, mais pour moi, la neuroscience explique ce que les yogis savent depuis des millénaires. Ce que les sages en Ayurveda, quand ils expliquent ça, ils disent le dosha vata, donc l'air et l'éther, gouvernent tous les autres. Mais en fait, c'est une autre manière de le dire, c'est que ça se passe d'abord dans le système nerveux et après ça se manifeste à travers les autres éléments dans le corps. Donc, pour moi, ils disent la même chose, mais avec des mots différents. Et j'ai été très très touché par la poésie de l'Inde et la subtilité de la culture indienne, mais qui ne parle pas forcément toujours et qui peut être un peu exotique ou obscur en fait à un mental plus occidental. Donc ayant beaucoup voyagé et en même temps beaucoup étudié la psychologie et le système nerveux, je pense que moi naturellement j'ai envie de faire le lien entre les deux. Ouais. Donc en fait, ce que tu dis, c'est que les neurosciences, elles te permettent de mettre des mots effectivement et de rendre accessible à un plus grand nombre toutes ces pratiques. C'est ça. Et puis surtout de les mettre en perspective et dans un contexte. Parce que le contexte indien n'est pas le contexte pas le même contexte que chez nous. Ils n'ont pas la même structure énergétique aussi. C'est ça qu'il faut dire. Hein. C'était pas utilisé de la même manière parce que c'est aussi utilisé culturellement pour des raisons, des objectifs qui sont pas forcément les mêmes. Donc pour moi, il y a c'est pas seulement une traduction, mais il y a une intégration, une digestion qui est à faire de ces enseignements-là pour qu'ils soient vraiment vivants et complètement opérants dans la psyché occidentale. Et si on fait pas ça, c'est un peu, on a un peu d'exotisme, mais c'est encore quelque chose qui est un peu extérieur à nous et ça peut être un moyen de compensation à nouveau. La spiritualité, particulièrement le yoga, etc., peut être un moyen, un nouvel échappatoire. Un moyen spirituel d'échapper à la réalité en fait. Donc là, moi, dans mon travail, c'est tout l'inverse. C'est d'utiliser le yoga justement pour se rapprocher du corps et faire face à ce qui est vivant dedans. Et justement, tu parlais tout à l'heure, il me semble que tu as cité le terme de corps émotionnel. C'est-à-dire que pour toi, enfin en tout cas dans ta vision, il y a plusieurs corps, il y a plusieurs types de corps, c'est ça? Il y a plusieurs... Comment m'expliquer? En fait, il n'y en a qu'un, mais il se manifeste de manière différente avec des qualités différentes. Donc quand je dis corps émotionnel, corps mental, c'est juste des couleurs qu'ont en fait, il y a un seul corps. Pour moi, il n'y a pas d'esprit et de corps. Le corps et l'esprit ne sont jamais séparés. Mais ils se manifestent avec différents degrés de subtilité en fonction de la perception. Donc c'est comme des lignes, c'est comme si c'est une onde radio et puis elle a différentes fréquences. C'est ça que j'appellerais les différents corps, comme les différentes couches de l'être, mais en fait ça c'est jamais vraiment séparé. Des différentes facettes en fait d'un seul. Ouais, c'est ça. Et c'est quoi ton regard sur l'hypersensibilité dont on parle aujourd'hui? C'est un vaste sujet. La première chose par rapport à l'hypersensibilité, qui pour moi est important à les adresser, c'est que très souvent quand on parle d'hypersensibilité, c'est une difficulté à gérer sa propre sensibilité. Et la difficulté à gérer notre sensibilité, c'est parce qu'en fait derrière, il y a justement des zones insensibles. Donc c'est toute la dynamique du trauma en fait. Le trauma, cette notion de glaçon, c'est qu'il y a des parties qu'on a rendues insensibles. Et plus il y a de parties insensibles dans notre psyché, plus quand il y a quelque chose qu'on sent, on le sent de manière démultipliée. Parce que le système nerveux est déjà à fleur de peau. Donc pour moi, ce qu'on appelle hypersensibilité, en fait, on est tous sensibles et très sensibles. C'est-à-dire que pour moi, la sensibilité, c'est l'état normal d'un être humain. Simplement, quand on reçoit la sensibilité à partir d'un état relaxé et régulé du système nerveux, donc à partir du vagal ventral, donc on est capable de recevoir l'information de l'autre,
Cette sensibilité, c'est simplement une information de ce que l'autre est en train d'émettre. Et si on n'est pas conscient de ça, on va juste prendre les mots et on va les analyser avec notre mental. Mais si on est relâché, en fait, notre sensibilité, c'est toutes les autres couches dont tu parlais justement quand tu disais, mais les couches émotionnelles, couches mentales. C'est toutes ces autres couches qui viennent là nous donner une information sur ce qui est rendu vivant dans notre propre corps par cette interaction. Hypersensibilité, ça veut dire ça, j'en veux pas parce que c'est trop, j'arrive pas à le gérer. Donc la question, c'est comment arriver à gérer l'influx nerveux. Et aujourd'hui, on est dans une société où le système nerveux est pour beaucoup, on est en burn-out, c'est-à-dire qu'on a trop d'informations, il est grillé le système nerveux. Donc on parle d'hypersensibilité aussi, donc ça c'est le côté, on a une nourriture qui ne permet pas de régénérer correctement le système nerveux. On a trop d'influx aussi par les écrans, par des stimulations, le fait d'avoir une lumière artificielle. Quand il fait nuit dehors, c'est le moment où le système nerveux se régénère. Si en hiver, qui est le moment où on a le maximum l'énergie de la Lune, qui est l'énergie régénérante, et qu'on devrait se coucher tôt parce que le soleil se couche tôt, ou en tout cas qu'on devrait être dans le noir assez tôt, et qu'on a de la lumière jusqu'à 2 heures du matin, on entache le processus naturel de régénération du système nerveux qui se passe pendant la période hivernale. Et ça, c'est la nature faisait bien les choses, notre corps était aligné naturellement sur les rythmes naturels pour ça. C'est-à-dire qu'il y avait un moment d'extraversion qui est le moment extrême du solstice d'été, puis un moment d'introversion extrême qui est le solstice d'hiver où on se régénère de tout l'influx qu'on a reçu pendant l'été. Si ça, on n'a pas ça, qu'on veut vivre en été toute l'année, notre système commence à cramer. Donc ça, c'est un des aspects. C'est que c'est aussi devenu un phénomène de civilisation. C'est qu'on a des systèmes nerveux qui sont cramés et qui ont une capacité de recevoir l'information qui est de plus en plus faible. La tolérance du système est devenue très très faible. Et après, il y a plus un aspect, on pourrait dire, psychologique, qui est que les informations que les parents n'ont pas pu gérer vont être manifestées par les enfants. C'est-à-dire que le conflit qu'a pas géré le parent, l'enfant va être obligé de le manifester parce que tout ce qui n'est pas digéré est passé. Nos enfants sont la solution que trouve la vie pour gérer la séparation qui n'a pas pu être vue avant. La vie trouve toujours une manière de réunir ce qui a été séparé. Donc l'enfant va manifester le conflit qui n'est pas vu chez les parents. Donc et là on est dans une phase de libération énormément des énergies, on sort de carcans qui étaient là depuis des milliers d'années, on suivait des valeurs qui n'étaient pas forcément les nôtres et notamment les valeurs de la religion. Et là on est dans une ère où en fait on a envie de sentir les choses, on a envie de vibrer des valeurs qui sont vivantes pour nous, pas juste qu'elles ont été transmises. Et du coup, il y a ça va avec sentir tout ce qui a été refoulé. Donc les générations qui ont tout ça qui est en train de remonter, mais qui n'ont pas l'espace et pas peut-être la capacité simplement nerveuse de le faire, c'est les enfants qui vont devoir le faire. Et du coup, on a des enfants qu'on dit hyperactifs, c'est qu'en fait non, ils manifestent le feu, c'est juste des centaines d'années de conflits qui n'ont pas été vus, qui n'ont pas été sentis, qui n'ont pas été verbalisés. Donc pour moi, quand on parle d'hypersensibilité, hyperactivité, etc., c'est des manières qu'ont les enfants de gérer en fait un influx nerveux qui est énorme, les conflits des parents, l'excès d'écran, tout ça, etc. Du coup, il y a une partie de moi, je me coupe en fait et je me distrais en ayant 36 000 trucs à la seconde parce que je ne peux pas digérer. Donc c'est une manière de compenser, c'est un mécanisme de compensation. Pour moi, ce n'est pas un symptôme. Et du coup, si on le prend au niveau du symptôme, ils donnent ça maintenant pour les ADHD, là, les gens qui ont l'hyperactivité. Ils donnent des dérivés de la cocaïne. On nous met sous cocaïne, donc qui est le pire truc pour stimuler le système nerveux, pour concentrer les gens. Alors qu'ils ont besoin exactement de l'inverse. Ils vont prendre de la Ritaline pour focaliser le système et du coup être efficace avec un système qui est en ébullition, alors qu'en fait, il faut juste arrêter de faire chauffer la marmite. Donc ça n'a pas de sens. Pour moi, gérer l'hyperactivité, c'est pas ça. C'est retrouver la régulation du système nerveux, apprendre aux gens à réguler les traumas qu'ils n'ont pas pu régler dans leur enfance. Et puis plus on régule, plus on a accès évidemment à ce que l'arbre généalogique porte comme empreinte. Donc une fois qu'on a régulé son propre système nerveux, on régule le système nerveux de l'arbre, on régule le système nerveux de notre pays, on régule le système nerveux de la Terre, parce qu'on est tous reliés. C'est quoi, d'après toi, la meilleure pratique au quotidien pour réguler son système nerveux? Qu'est-ce que tu conseillerais comme... Alors le plus simple, c'est quand on sent qu'on est dans un état de tension et qu'on n'est pas à même à prendre une bonne décision, à rentrer sereinement en relation avec quelqu'un parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se fermer, qui est réactif. Je dirais simplement d'inspirer profondément par le nez et d'expirer comme ça. Simplement ça. 3 fois.
déjà on commence à rentrer dans un état d'activation du nerf vague. Parce que c'est aussi quand on fait, c'est too much, c'est j'en peux plus en fait. Donc quand on permet à son corps de vivre le j'en peux plus, bah, d'un seul coup je suis ok, ah bah oui en fait je peux encore. Parce que le je peux plus, c'est en fait je peux. C'est toujours la polarité. Si je ne me permets pas de voir que j'en peux plus, ben je vais toujours être là. Et je pourrais de moins en moins. Mais si j'accepte de me dire j'en peux plus et que je le manifeste somatiquement, ben je peux accueillir à nouveau un petit peu plus. Parce que mon système se détend. Donc ça, c'est un petit tip simple. Mais grosso modo, c'est ce qu'on fait ça à un niveau de plus en plus profond en fait. Et un autre élément dont tu parlais qui nous fait qu'on ne se régule plus, c'est aussi le fait de plus vivre en tribu, c'est ça aussi? Alors qu'on est en une communauté de plus en plus connectée, on a plus cette interaction de tribu? Ouais, alors ça c'est quelque chose de terrible qui s'est passé avec le Covid, parce que bon, mon travail a beaucoup évolué depuis les événements du Covid. Parce que je travaillais, mon métier principal c'était de former des enseignants de yoga. Et je me suis rendu compte dans les groupes qu'il y avait des niveaux d'insécurité pendant et après le Covid qui sortaient, c'est que les gens arrivaient avec un état de système nerveux qui était un état de peur panique en fait. Alors c'est pas qu'ils arrivaient, ils étaient même conscients d'avoir peur, mais le système nerveux était dans un état de verrouillage qui est de l'ordre de la terreur. Du coup, la capacité de recevoir une nouvelle information est extrêmement faible. Donc tu peux parler de choses très philosophiques. Si la personne elle a un système nerveux qui est en mode défense, tu sais pisser dans un violon. Donc on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas commencer à faire notre travail si on ne commençait pas déjà par détendre le système nerveux des gens. Donc j'ai été amené à chercher dans le yoga les pratiques extrêmement spécifiques pour aller déverrouiller les zones archaïques du cerveau qui s'activent en fait en mode survie extrême. Et en fait, je me suis rendu compte en faisant ça que collectivement, à différents degrés, l'impact du Covid, ça avait créé ça en fait, parce que ça avait cassé la tribu. D'un seul coup, on était séparés de la reliance avec nos semblables. Et l'émotion sur laquelle tout repose, c'est le besoin d'appartenance. Parce que avoir à manger, avoir à boire, avoir un toit, oui, c'est hyper important. Mais ces trois-là, qui sont des besoins fondamentaux, découlent archaïquement du fait qu'on appartient à la tribu. Parce que c'est la tribu qui nous donne ça, qui nous protège et qui nous donne la sécurité de pouvoir après nourrir ces besoins essentiels. Donc si tu commences à jouer là-dessus, sur ce besoin d'appartenance, et que tu commences à le rendre faillible et shaky, tremblant, ben en fait c'est tous les mécanismes archaïques et les peurs paniques, les peurs profondes qui commencent à remonter. Et ben, une fois que ça s'est activé, ben, si tu veux, tu sors de ton corps. Hein. Donc ce qui est vrai, ce qui est faux pour toi, tu peux l'oublier. Hein. Tu vas prendre la première information qui passe par là, la première pub qui est là, et tu vas acheter. Parce que tu n'as pas de possibilité de filtrer, de digérer l'information qui rentre dans ton système. Notre système nerveux, c'est la manière qu'on a de digérer l'information. C'est la même manière quand on a c'est le pendant du système immunitaire qui nous donne l'identité par rapport au virus, etc. Un virus, si je peux le prendre et que mon système nerveux prend l'information du virus et guérit du virus, ben j'ai updaté mon système. Mon système est plus résilient que ce qu'il était avant. Donc se protéger du virus, c'est une connerie. L'idée, c'est de le prendre complètement, le virus, et d'avoir suffisamment de vitalité pour le digérer. Dans ce cas-là, je peux tolérer davantage. Et j'ai intégré l'information précieuse que m'amène le virus, qui est juste une nouvelle information de ce que je peux être, que je n'avais pas avant. Et les virus viennent à des moments très spécifiques de la vie et des civilisations pour amener des nouvelles informations dans le système. Et pour moi, le corona, ce qui est venu résonner là-dessus, c'était la notion beaucoup la notion d'autorité, de responsabilité. À Corona, il y a aussi la notion de la couronne, mais est-ce que je peux être le roi, le king de ma propre vie en fait? D'avoir une autorité sur soi. Et plus j'ai une autorité sur moi-même, moins j'ai besoin d'avoir une autorité extérieure et de suivre les pendants, etc., des partis politiques ou de la première pub qui passe en fait. C'est qu'est-ce qui est vrai pour moi? Ça n'a pas besoin d'être vrai pour le voisin et je n'ai pas besoin de me battre pour convaincre le voisin que c'est vrai. Mais je sais que c'est vrai pour moi et ça me suffit. Parce que je suis nourri en fait d'avoir des actions et un quotidien qui vibrent avec mes valeurs profondes. C'est ça l'autorité sur soi. C'est la capacité d'avoir une forme de discipline, savoir de se mettre en tant que disciple de ce qui est vraiment essentiel pour soi. Et là, tout est source de nourriture. Mais si je commence à me compromettre déjà sur ce qui est important pour moi, là je vais droit vers la dérégulation, quoi. Donc
Pour parler par rapport à ça, il y a vraiment cette notion-là depuis le Covid de reconnaître ces états de figement du système nerveux pour pouvoir accueillir une nouvelle information et puis prendre le risque que ce que je suis est différent de l'autre. Parce que sinon, c'est ça aussi le côté négatif de la tribu. C'est qu'en même temps, il nous tient ensemble et il nous donne la sensation d'amour, de sécurité, mais c'est aussi ce qui nous maintient dans un état d'enfant, d'une certaine manière. Grandir, ça va prendre la culpabilité d'être différent de ce que mon arbre a été, ou de ce que mes parents ont été. Et pas dans une idée de se battre ou de se rebeller, c'est juste accepter que je suis différent, ça me demande de digérer ça. Et en digérant ça, je peux intégrer l'information que m'ont donnée mes parents et en même temps vivre ma vie et rester en lien. Parce que si être moi-même, ça veut dire couper le lien, je ne vais jamais y aller. Et même si j'y vais, à un moment donné, je vais le saboter parce que j'ai besoin de rester. Ce besoin d'appartenance a besoin d'être nourri. Donc c'est comment je suis en même temps en lien et en même temps j'honore ce qui est vrai pour moi et qui est différent. Et ça veut dire avoir un système nerveux régulé. Parce que si on est en état de tension, on ne peut pas prendre les paradoxes. L'état du système nerveux régulé, détendu, ça veut dire que je peux prendre une chose et son contraire. Et ça va changer en fonction de l'interaction, ça va changer en fonction de l'environnement. Si je suis dans un état de sécurité, de défense, je vais avoir une réponse qui est automatique et qui est prédéterminée, quel que soit l'environnement. Dernière question, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour ton développement? C'est quoi ta mission, ton envie pour les années à venir? De voir de plus en plus de gens avec un système nerveux relâché, en sécurité, parce que ça veut dire plus d'humains prêts à échanger les uns avec les autres, prêts à co-créer. Et ça veut dire, je vois ça comme une trame en fait, et la sensation que quand chacun est à sa place, eh bien, on peut honorer la place de chacun et puis on peut avoir des projets à partir de la gratitude et la joie d'être ensemble. Et pas à partir de l'objectif, de ce qu'on devrait atteindre pour ci, pour ça, mais simplement pour le plaisir de sentir, c'est la résonance de créer sur quelque chose qui est vibrant pour chacun. Et ça, pour moi, c'est la condition sine qua non, c'est d'avoir un système nerveux régulé. Donc j'ai envie de proposer des outils pour que les gens puissent prendre ça en main, puissent trouver des ressources pour aller vers ça le plus simplement, le plus sereinement et puis le plus rapidement possible, parce que je pense que c'est une forme d'urgence. On est d'accord.